Aujourd'hui, ce qu'on voulait aborder comme aspect, c'est la notion d'identité, la notion du je, la notion du moi, de ce que je suis, de comment je me vois. Et en fait, ce qui est vraiment passionnant dans la méditation qu'on propose au centre ici, et dans tous les centres de Raja Yoga, c'est que la méditation, c'est beaucoup un regard sur soi. La méditation, c'est cette espèce de... on appelle ça un riddle, une énigme. C'est une énorme énigme qu'on cherche à résoudre toute notre vie. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Et au-delà de comprendre intellectuellement, on peut dire on est un homme, on est un terrien, on est un bipède, on peut dire on est whatever, on peut aller dans toutes sortes de théories. On peut se définir comme ça intellectuellement ou de concept, avec un concept. Mais il y a une autre couche plus spirituelle qui est de vraiment sentir qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce que je suis, qui je suis véritablement. Et on dit qu'en fait, le fondement de toute la philosophie du Raja Yoga, tout le fondement de notre spiritualité, mais le fondement de la méditation aussi, c'est cette capacité à se voir, à sentir ce qui est en nous. Et on sait qu'on est plus que ce qu'on voit dans le miroir, ça c'est évident, tout le monde en est bien conscient. On sait que les psychologues, les psychiatres, les scientifiques, les religieux, tout le monde n'est pas d'accord et tout le monde ne s'entend pas sur l'être. Il y a des questions de réincarnation, il y a des questions d'où on vient, l'au-delà, il y a des questions d'où on s'en va, un autre au-delà, il y a des questions très 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 profondes. Parfois, on décide de plus trop s'en occuper et pas trop de se donner de mal de tête avec ça, parce que ça se termine souvent comme ça d'ailleurs, un mal de tête, soit à soi-même ou à d'autres. Souvent, on le donne aux autres aussi. Ou alors, donc, on peut éviter d'y réfléchir, ou au contraire, explorer des aspects de cette identité pour essayer de ressentir des nouvelles façons de penser et des révélations sur soi. Et c'est là où je trouve la philosophie du Raja Yoga vraiment très riche, très profonde. Et cette notion identitaire, elle est en même temps, à notre avis, au cœur de toute l'histoire de l'humanité. Et l'humanité entière a toujours été un peu comme des électrons en choc les uns contre les autres, en réaction à des questions identitaires. Et ce qu'on a vécu à Québec, ce qu'on voit à travers le monde constamment, regardez la politique américaine en ce moment, ce n'est que ça. Moi et l'autre, la peur de l'autre, le rejet de l'autre, l'amour pour l'autre. On fait, je ne veux pas être politique du tout ce soir, mais juste nous montrer à quel point la question identitaire est au cœur de notre démarche spirituelle et philosophique. Savez-vous combien de musulmans il y a aux États-Unis? Quel est le pourcentage de musulmans aux États-Unis? 0,8%. À vérifier, on a revérifié. Je travaille en train de préparer un documentaire sur un événement là-dessus. Puis j'en revenais pas, j'ai dit voyons. Alors on a revérifié et c'est 0,8%. Musulmans au Canada, 3,5%. Et dans d'autres pays, évidemment, les chiffres sont plus élevés. Mais ça reste une minorité vraiment minime, quoi. C'est même pas 1% aux États-Unis. Et vous voyez tout le tabac médiatique sur des questions identitaires, parce que c'est clairement ciblé une communauté. Les réalités sont très divergentes, quoi. Et comment est-ce que la notion d'identité peut générer des conflits, peut générer des attirances, bien sûr, l'homme envers la femme, il y a des attirances aussi, mais il y a des rejets basés seulement sur l'identité. Et c'est très riche. J'ai vu très beau, peut-être vous l'avez vu sur Facebook, quelque chose qui s'est fait, je pense, au Danemark. Hein. Et ce qu'ils ont fait comme expérience à la télévision danoise, ils ont rassemblé dans un immense espèce de terrain intérieur, une espèce de, je sais pas, un terrain de basketball ou un gymnase quelconque, des groupes extrêmement stigmatisés. Donc, il y a un groupe qui arrive, puis ce sont ceux qui ont agressé les autres jeunes, le bullying, le bullier, ceux qui ont vraiment été les bullying à l'école. Il y a un groupe de gros caïds, musclés, tatoués, épeurants, qui font peur à tout le monde. T'as un groupe, c'est plus de
personnes du milieu médical, enfin, je sais pas, des groupes très, très identifiés, qui de toute évidence sont pas très, très compatibles, et s'ils ont fait exprès, évidemment, de choisir des groupes très identifiés, très marqués aussi physiquement, puis les mettre dans la salle comme ça. Et tout à coup, ils demandent aux gens, et là je pas les détails, je m'en souviens plus, mais ils vont tout à coup demander à tous ceux qui ont des gens, tous ceux qui sont par exemple des beaux-parents, ceux qui ont qui ont adopté des enfants, rassemblez-vous. Et là, tout à coup, on se rend compte que ce qu'ils vont faire, c'est créer des nouvelles identités qui vont briser les autres et qui vont faire qu'un gros caïd va se retrouver avec une dame d'un autre milieu, d'une dame d'un autre milieu, un homme d'un autre milieu. Tout à coup, oups, ça crée un autre groupe identitaire regroupé pour d'autres raisons. Puis après, ils disent, bon, tous ceux qui ont été, par exemple, agressés à l'école, réunissez-vous. Puis là, tout à coup, encore des gens de tous les milieux différents. Et ça y va, c'est très très bien fait comme programme danois. Tu l'as vu aussi, hein? Puis tu vois à la fin qu'évidemment, ils créent plein de groupes sans arrêt, puis ça s'échange. Puis plus ils y vont, plus les gens se rendent compte qu'en fait, ce qui nous divisait au départ, qui étaient nos identités très marquées, ben, ça fond comme neige au soleil une fois que tu recrées d'autres rapprochements. Et à la fin, ben, ils sont tous, et là, ça se termine très bien, tout le monde s'embrasse, et puis tout le monde qui aime le Danemark, je pense que ça se termine comme ça, qui aime le Danemark, ils sont tous un seul groupe uni. Ils ont trouvé un point commun. Mais c'est vraiment, je trouvais ça brillant comme exercice social de briser ces problèmes identitaires. Quand ils demandent à un moment donné qui est bisexuel, puis ils sont un groupe quand même de, je sais pas moi, une centaine de personnes, il y en a juste un qui s'avance courageusement. Puis là, ben, tout le monde l'applaudit parce que tu as affirmé ton identité aussi. Alors, la notion identitaire, elle est extrêmement vitale. Elle est au cœur, il ne faut pas l'oublier, de tous les conflits. Les grands conflits religieux sont purement identitaires. C'est la haine de l'autre sur la base d'une religion. La base de l'autre sur la haine de l'autre sur la base d'une orientation sexuelle. La discrimination envers les femmes. Tu es une femme, donc moindre, donc c'est que des questions identitaires. Et c'est là où on se demande un peu qu'est-ce que devient mon attachement à mon identité et dans quelle mesure l'attachement que j'ai à mon identité me motive aussi à encourager un attachement à l'identité des autres. Quelqu'un peut bien ne pas avoir d'enjeu ou de problème avec sa sexualité, mais il va en avoir avec la sexualité des autres. Et donc, il va être bien dans sa peau avec qui il est, mais il ne sera pas bien avec qui est l'autre selon son orientation sexuelle ou sa race. La simple présence, on sait très bien qu'on a vécu assez longtemps sur Terre avec des autobus, avec la ségrégation, avec les Noirs derrière, les Blancs devant, des choses aujourd'hui qui nous paraissent inimaginables, mais qui ont existé pendant très très longtemps. Il y a encore, je ne sais plus, les proportions au monde sont effarantes de pays dans lesquels les droits humains ne sont absolument pas, mais vraiment pas respectés. Le nombre de pays dans lesquels les femmes sont encore diminuées, abusées, etc. C'est juste des questions identitaires. Enfin, c'est principalement des questions identitaires. Et donc, on se pose la question en spiritualité. OK, on peut se dire que c'est le problème des médias, c'est le problème des autres, c'est le problème de la société. Mais comment est-ce qu'on le vit nous-mêmes, notre attachement à notre identité? Et je ne sais plus où j'ai reçu ça, il y avait un test récemment quand j'ai vu pour essayer de déterminer nos propres préjugés. Et c'est un test que tu passes, puis tu réponds toutes sortes de questions à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Puis à la fin, ils disent, finalement, tu as quand même un préjugé envers les policiers. Hein? Tu dis, ah ouais, je savais pas. Et c'est assez intéressant parce que c'est des exercices psychologiques où tu dois aller très, très vite dans tes réponses. Puis on se rend compte, le but en fait, c'est de nous faire prendre conscience que sans s'en rendre compte, on a des préjugés. Mais ils sont tellement ancrés en nous qu'on ne le sait pas qu'on en a. Il y a une non-attirance envers un certain type de personne qui vient pas toujours dire « Ah, je suis raciste, je discrimine, j'ai des préjugés, donc je t'aime pas ». C'est pas ça. C'est juste « pas d'attirance ». Mais en fait, si on approfondit, des fois, c'est basé sur des préjugés. Je pense que j'en avais parlé un jour. Moi,
J'ai pas de préjugés, bien sûr, mais of course, il y en a pas. Of course, j'adore les squidgy. Et j'ai eu la chance de faire un reportage sur une photographe très talentueuse qui se spécialise sur le regard des personnes itinérantes. Et dans le cadre du reportage, on la filme alors qu'elle va nous présenter un jeune squidgy là, qui, selon certains, nous agresse au coin de rue en salissant le pare-brise. Il faut le payer pour salir le pare-brise. Et il y a une scène qui se produit où, c'est sûr, je le connais pas. J'ai pas de relation privilégiée avec les squidgy. Et donc là, on passe du temps avec lui, puis on se rend compte, ok, c'est des personnalités quand même spéciales. Et à un moment donné, il nous sort un truc, parce qu'on a vu un coin de rue à un moment donné, alors qu'il passe le squidgy, que la personne de la voiture a vraiment pas aimé ça, est sortie de la voiture, puis on a tous cru qu'il allait vraiment se faire taper dessus, quoi. Puis on a dit, wow, tu sais, on trouvait que c'est peut-être pas agréable d'avoir un squidgy sur le pare-brise, mais c'est pas une raison pour devenir violent non plus. Et là, lui, il nous explique sa perspective. Puis évidemment, c'est un jeune qui a pas la vie facile, et là, comment il nous parlait, c'était tellement tendre, c'était tellement non violent, c'était tellement perspective de quelqu'un dans la rue, qui sait même pas comment il va manger demain, qui sait pas où il va dormir demain, puis qui voit cette personne dans sa belle Mercedes, et puis qui réagit au petit contact, puis il lui dit, c'est pas toi que j'ai touché, c'est ta voiture. C'est pas toi que j'ai approché, c'est ta voiture. Ça m'a vraiment parlé d'un point de vue spirituel. Et ce jeune-là, en fait, on l'a suivi un peu, on a parlé avec lui, puis en fait, j'ai cassé une barrière personnelle. Et j'ai découvert un personnage très tendre, d'abord, très sympathique, et pas facile d'approche, mais quand on arrive à rentrer dans son monde, ce qui ressortait pour moi, c'était le respect, l'admiration, le courage, voir autre chose que simplement le squidgy qui m'arrive en plein dans le pare-brise. Et je vous jure, depuis ce jour-là, puis pourtant, ça fait longtemps que je prêche des belles idées spirituelles, je me souviens pas avoir eu je pense pas que j'étais conscient d'une attitude de préjugé envers les sans-abri. Mais là, j'en ai pris conscience. Et là, je me suis rendu compte, hey, je suis pas Papa Teresa, hein. Il y a encore une marge de manœuvre. Je suis pas rendu Mère Teresa encore. Et depuis, j'accueille très différemment un squidgy. J'ai presque envie, d'ailleurs, sur les coins de rue, des fois, il y en a pas, là. Il y a un petit squidgy ce matin, ce serait sympathique, avoir un contact chaleureux. Puis maintenant, j'ai une autre façon de vouloir répondre. J'ai envie en contact avec ces gens-là, de leur sourire, de leur souhaiter bon courage, de leur dire, regarde, tu vas avoir une bonne journée, puis courage, ça va bien aller. Puis de les voir sourire, de les faire sourire, ces gens-là. Et ça, très honnêtement, malgré tout ce que je prêche depuis des années, c'était un petit carré dans mon ordinateur qui avait pas allumé. Puis je me rends compte envers combien d'autres personnes j'ai peut-être des préjugés sans le savoir. C'est juste des questions identitaires. C'est que j'ai restreint un individu à un squidgy. C'était peut-être un ancien directeur d'entreprise, aucune idée, puis qui a fait un choix de vie de ne plus l'être, je sais pas. Comment on peut savoir? Comment on peut juger les gens comme ça? Et c'est là où on se rend compte que l'attachement qu'on a à l'identité, c'est pas seulement à la nôtre, mais c'est souvent à celle de l'autre. Et ce qu'on définit comme un attachement à une identité, c'est ça qu'on appelle dans notre jargon philosophique, c'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego qui devient souvent l'arrogance, l'intolérance, l'égoïsme, la non-acceptation de l'autre, l'irrespect, la haine. Et l'ego est vraiment cette espèce de force qui fait que on limite quelqu'un, soi-même ou un autre, à une question identitaire. Et que la question identitaire devient la base de mon énergie envers l'autre. Une forme inverse d'ego qui n'est pas entière, c'est pas la bonne formule. L'inverse de l'ego n'est pas, par exemple, l'humilité. L'humilité est un aspect relié à une attitude sans ego. Mais l'inverse de l'ego, c'est pas l'humilité. À tort, on a souvent dit, c'est l'humilité. L'humilité est une manifestation
possible quand l'ego est beaucoup plus bas. Et qu'est-ce que l'humilité? En fait, l'humilité, c'est un repositionnement de soi par rapport à l'autre. L'humilité, ça veut dire que je ne me mets pas au-dessus de l'autre. Je n'ai pas besoin de mettre l'autre non plus au-dessus de moi. C'est juste un rapport différent d'humilité, de respect, donc de non-jugement, de non-violence. C'est ça l'humilité. Puis l'humilité, souvent, c'est quoi? C'est en fait qu'on a vu en l'autre quelque chose de bien. Et qu'on le souligne, qu'on le reconnaît, qu'on le valorise, etc. Puis ça devient, les gens disent, ah, ben, t'es très humble. En fait, il est humble parce qu'il n'a pas fait le je, moi, mon, je suis ce qu'il y a de mieux. Et donc, c'est, ah, ben, il est humble. Parce qu'on est habitué, en fait, à l'ego. Et donc, l'ego a une emprise sur cette vision limitée, axée sur l'identité. Et ce dont on se rend compte, c'est que cet ego fait en sorte qu'il détermine un comportement. C'est mon ego. Quand quelqu'un a un gros ego, ce qu'on appelle quelqu'un qui a un très gros ego, ben il a un comportement. Souvent hautain, orgueilleux, vaniteux, impoli, abusif éventuellement, et ultimement violent. Tout le monde est d'accord? Vous suivez? Vous connaissez des gros égos? Ils sont visibles, non, en général, on les rate pas, ils sont assez visibles. Ils parlent plus fort que la normale, ils déplacent beaucoup plus d'air que la normale. Et le jeu est très, très, très prédominant dans leur discours. Il y en a qui ne savent rien faire. Hein? Il y en a qui ne savent rien faire et qui se prennent pour d'autres. C'est une autre très bonne définition de l'ego. Ils ne savent rien faire, mais ils se prennent pour d'autres. Je retiens cette définition de l'ego. C'est pas mal, ouais. Ouais. Des fois, on dit, et même moi je le dis des fois, moi je. Vous remarquez, on dit souvent ça, moi je pense. On peut seulement dire je pense. Hein. On n'est pas obligé de dire moi je pense. Puis souvent, on se rend compte que ce moi je, ça c'est vraiment l'ego qui est moi, je. Toi, tais-toi. Hein. Moi je pense. Ça c'est vraiment souvent c'est l'écho un peu de l'ego qui parle comme ça en écho avec deux moi, deux je, plus fort que la normale. Nous, on a des aînés dans l'organisation, les dames un peu plus âgées. J'ai essayé, hein, moi je suis pas capable. Elles donnent des classes des fois pendant 1 heure sans utiliser le mot je. Essayer de parler sans dire je pendant plus de 5 minutes, c'est très très difficile. Eric est pas capable. Vous pouvez essayer. Hein? Des fois qu'on dit aux gens, parle au jeu. Oui, oui, bien sûr. Quand tu dis j'ai des sentiments qui sont pas agréables ou j'ai des sentiments bons pour toi, on te dit parle pas au-dessus, parle au jeu. Oui, des fois c'est utile. Non, c'est toujours utile d'ailleurs. C'est très bien de dire je suis, c'est très utile. Oui, c'est vrai. Mais l'exercice d'essayer de parler sans le je, c'est assez particulier. Tu dis quoi? Alors après, bon, on peut faire des artifices qui sont pas très élégants, se nommer à la 3e personne, parler au nous, ben ça c'est très très bizarre. Là. Oui, vous êtes combien? Vous êtes combien dans votre tête là? C'est pas, ça marche pas très bien. Mais l'exercice est intéressant et elles le font pas volontairement. C'est juste que elles peuvent discuter d'idées sans le ramener à soi. C'est assez particulier. Mais elles sont des êtres un peu à part. Mais moi, je pense qu'il devrait intégrer ça dans les écoles. Oui, ben oui, c'est sûr que toute l'éducation spirituelle devrait s'apprendre à l'école jeune. Et le problème, c'est de trouver des professeurs qui ont l'autorité de l'apprendre, de l'enseigner, parce qu'il faudrait qu'ils le pratiquent. C'est là où on perd beaucoup de professeurs. Il n'y a plus grand monde qui pratique des valeurs spirituelles ou des conceptions, des concepts spirituels pour pouvoir les enseigner. Mais là où on arrive avec tout ça, c'est quoi? C'est que ce qu'on apprend en fait dans les enseignements du Raja Yoga, c'est que redéfinir le je, ça va redéfinir mon comportement. Parce que le je, ou l'ego, ou l'identité, définit un comportement qui est pas mauvais, c'est pas toujours mauvais, c'est sûr, mais ça peut être dangereux. Donc, comme je dis, quelqu'un qui a un gros ego développe possiblement un complexe de supériorité, donc une attitude
condescendante, arrogante, désagréable. Tu sais, des fois, c'est juste comme dire, pour qui tu te prends? Tu as des gens comme ça, tu dis, mais vraiment, pour qui tu te prends? À l'inverse, et c'est là où je reviens avec un concept qu'on développe des fois, je le ferai pas ce soir, on dit souvent, il y a des égos à boss, puis des égos à trous. Tu as un égo qui est, moi j'ai un complexe de supériorité, je suis meilleur que tout le monde, mais il y a l'inverse aussi, qui est beaucoup plus fréquent que l'ego à boss. Je dirais qu'on parle de baleine, là, mais c'est des les égos à trous, c'est, je suis pas capable, non, moi je suis nul, ah non, 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 je suis pas bon. Ah, non, non, mais je vaux pas. Tu sais, pourquoi moi, d'autres devraient. Tu sais, on se diminue constamment, on se dévalorise constamment, sans s'en rendre compte. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ego à trous. Donc, on se rabaisse, qui développe un complexe d'infériorité, qui développe une attitude d'inquiétude, de paranoïa, de sentiment d'être jugé. Il m'aime pas. Non, c'est pas que l'autre t'aime pas. Toi, tu t'aimes pas, par contre. Donc, le moindre mot de l'autre, tu l'interprètes comme si c'était une dévalorisation de soi. Ça, c'est l'ego à trous. Beaucoup plus fréquent que l'ego à boss. Beaucoup plus de gens ont des problèmes d'estime de soi que l'inverse. Et le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, le manque de respect de soi, va développer inconsciemment cet ego à trous. Donc, une dévalorisation de soi versus l'estime de soi. Et ces égos-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent un comportement relationnel avec soi-même. Perte de courage, perte de confiance, perte de respect, perte d'affirmation, perte de rêve, perte d'intuition, perte de perception précise sur certaines choses. C'est comme si on tuait à la racine une plante. Ben, toute la plante manque d'ingrédients, manque de vie. Et notre identité devient tellement prédominante dans notre comportement qu'on a un comportement identitaire. Et on tombe là dans tous les comportements associés à la religion, à ceci, à ceci, à cela. Il y a des gens qui cherchent à faire ça. Les haters, c'est ça qu'ils font. Mm-hmm. Ils vont sur Internet. Ouais, on n'entrera peut-être pas dans tout ça, mais c'est vrai qu'il y a ça crée des comportements. L'attitude, l'identité crée des comportements. Moi, j'ai été élevé comme catholique, et l'Église, pour joindre les deux bouts, louait le sous-sol à des protestants portugais. Je me souviens encore de ça. Et nous, on nous disait, à l'Église, là, moi, on m'a dit, ouais, qui sont catholiques d'habitude, là, c'est des protestants. Et là, on nous disait, vous savez, attention, si vous les croisez quand ils sortent du sous-sol, il ne faut pas les regarder. Moi, on m'a dit ça. Et moi, j'ai vécu à l'église Saint-Jean-Baptiste de Montréal des scènes dans lesquelles, avec ma sœur, on se donnait des coups de coude, on disait, hey, les protestants sortent. Puis on les regardait sortir. Mais on m'a éduqué comme ça. Puis quand j'avais quoi, c'est 8-9 ans, là. 8-9 ans, si on dit que les Portugais protestants, c'est des gros méchants, puis attention, ils vont sortir du sous-sol comme des rats qui sortent des égouts. Écoute, moi, j'ai été hanté par savoir c'est quoi ces Portugais protestants, c'est une drôle de bibite, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce que ça mange, puis on les regardait de loin, vraiment comme, faut pas les approcher, c'est pas bon, etc. OK, ça c'était un petit quartier ici, puis c'était juste une erreur du prêtre qui a mal formulé son amour inconditionnel pour les protestants portugais. Mais imaginez, j'ose même pas le mentionner, là, mais des lieux au monde où des peuples vivent des crises identitaires tous les jours. Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes? Il y a des gens ici d'une religion différente qui se font dire toutes les semaines, ceux qui n'ont pas notre religion, ils sont même pas humains, ils n'ont même pas d'âme, ils sont pas vivants. Et comment tu fais quand tu sors dans la rue puis tu vois des gens qui n'ont pas d'âme? Quand on apprend à des jeunes à haïr l'autre, à penser que l'autre n'est pas bon, 30 ans plus tard, ça donne des gens très conditionnés par les identités. C'est excessivement dangereux. C'est excessivement dangereux. Le bullying à l'école, ceux qui l'ont jamais vu, je ne vais pas faire de publicité pour les reportages, mais le reportage le plus vendu de Radio-Canada en ce moment, en tout cas, un des plus vendus, celui qu'on appelle la leçon de discrimination. J'avais participé à ce reportage à Radio-Canada où on créait une discrimination volontairement dans une salle de classe. C'est épouvantable. Ceux qui l'ont pas vu, là, allez sur Radio-Canada, leçon de discrimination. C'est insoutenable au début.
Puis tout le monde vous allez tous avoir la même réaction. Ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Radio-Canada de faire souffrir les pauvres enfants comme ça? Et évidemment, ils souffrent pendant une journée. Après, on renverse la situation. Puis à la fin, on leur apprend, voilà, c'est ça, avez-vous compris ce que c'est que la discrimination? Puis moi, ce qui était le plus fort dans ce reportage, c'est quand on crée une discrimination, artificielle bien sûr, on dit aux plus grands qui sont plus intelligents, les petits qui sont un peu débiles. Puis le lendemain, on inverse. À un moment donné, il y a un jeune garçon assez dodu qui dit à un moment donné, puis ça, c'est pas du stagé, là, c'est du vrai. C'est vraiment, il a réagi comme ça, il dit, là, moi, je suis très content parce que, enfin, vous allez savoir ce que moi, je vis tous les jours. Puis, il dit, vous, là, vous faites ça juste un jour comme ça pour vous amuser. Moi, c'est tous les jours comme ça. Le petit, là, il avait, je sais pas, moi, il avait 11 ans, là. À 11 ans, il dit, moi, c'est ça que je vis tous les jours. Quand les gens me traitent de gros, puis qu'on me regarde avec un regard que je suis pas bon, puis que je suis pas capable. Écoute, tu regardes ça, là, t'as le cœur brisé, tu dis, my God, qu'est-ce qu'on fait, la discrimination? Mais ça, c'est quoi? C'est l'ego. Tu es gros, moi je le suis pas, je suis meilleur que toi. L'identité, c'est juste... Tout ça, pour nous, ça devient ce qu'on appelle la conscience du corps. Ce sont toutes des identités corporelles. C'est rare qu'on ait une discrimination envers une identité non corporelle. Donc ce sont des identités qui génèrent des comportements très souvent un peu dommageables. Mais ensuite, le problème, c'est que mon attitude, si moi j'ai un ego, que je développe une attitude à cause de mon ego, ça crée la relation ensuite de boule de neige. Si j'abuse une personne, il y a des chances que les gens me le retournent à un moment donné, le rejet. Là, si j'ai un gros ego, je vais vouloir me venger davantage. Donc, j'accentue mon ego pour avoir plus d'emprise sur les autres. Les autres me rejettent, je développe encore plus d'ego, jusqu'à temps qu'il y ait une crise. L'ego à trous, c'est pareil. Je me sens nul. Quelqu'un, finalement, me voit comme nul, ou me dit « mais non, t'es pas nul, mais non, t'es pas nul ». Alors, je me trouve encore plus nul pour prouver à l'autre que je suis vraiment nul. C'est vraiment ça, le pattern. Vérifier avec les psys, ils vont dire « ouais, exactement ça ». Et là où on arrive en spiritualité, qui est intéressant, c'est que ce qu'on nous dit dans le Raja Yoga, c'est que, en fait, on l'a mis complètement à l'envers, le qui suis-je. Et ce qu'on a défini beaucoup, c'est son identité à partir de ma réalité physique. Et en spiritualité, ce qu'on veut faire, c'est redéfinir sa réalité à partir de son identité spirituelle. De se revoir comme un esprit. De repenser être un esprit. Moi, j'ai eu une expérience vraiment fascinante, là, je pense que c'était hier, ce qu'on appelle les synchronicités. Tu sais, tout le monde connaît ça. Tu penses à quelqu'un, poup, la personne apparaît. Puis des fois, on se dit, bon, coïncidence, etc. Mais il y en a des fois, elles sont tellement étranges que tu te dis, écoute, comment ça fonctionne? Et c'est vraiment, je rentre au travail, puis j'arrive à la porte d'entrée, et là, j'ai une pensée très, très claire. Je pense à un copain à qui j'ai pas parlé depuis plusieurs mois, ça fait vraiment longtemps, puis je m'en veux un peu en me disant, je suis pas sympa, ça fait des mois, je l'ai même pas appelé pour lui demander comment il va, puis passer du temps. Puis moi, je me demandais même, mon ego à boss, là, était du genre, ça te prend combien de mois, toi, avant de dire à quelqu'un, salut, ça fait longtemps que je t'ai vu. Donc, je pense à lui un petit peu en me disant, bon, faudrait bien que je l'appelle et puis prendre de ses nouvelles. Puis c'est un collègue de travail, en fait. Je travaillais avec lui avant. Donc, je pense à lui à un lieu spécifique. Je monte à mon bureau, j'ouvre mes courriels, etc. Tiens, je vois, c'est bizarre. Et là, en pensant à lui, j'avais comme une mini-blague dans le fond de mon esprit qui me disait, maintenant que je pense à lui, c'est sûr qu'il va m'appeler avant que je l'appelle. Parce que c'est toujours comme ça, tu penses à quelqu'un, finalement il t'appelle, puis tu lui dis, je pensais justement à toi. Oui, bien sûr, oui. Il te croit pas, alors que c'était vrai. Et donc, j'arrive à mon bureau, puis je m'étais dit, il va m'écrire. Et là, j'arrive à mon bureau, il y a un courriel de lui, puis là, je regarde l'heure du courriel, et techniquement, il m'a écrit 2 minutes avant que je pense à lui. Puis je me dis, c'est quand même bizarre. Donc, il a écrit à 8h52, et moi, donc, à 9h, ou à 8h54, ou whatever, je pense à lui à cet endroit-là, puis j'arrivais à 9h. C'est quand même weird, hein? Donc, il a pensé à moi, il m'a écrit. Est-ce que j'ai capté sa pensée, puis ça m'a fait penser à lui? Alors, en plus, au lieu de lui répondre, je lui téléphone en lui disant, hey, c'est trop drôle, etc. Je raconte un peu, super. Et quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis plusieurs mois, on ne se parle pas très souvent, il m'écrit jamais. Comment il m'a écrit à ce moment-là, que je pense à lui à ce moment-là? Puis là, c'est le déclenchement de trucs. Ma voisine de bureau,
qui le connaît même pas, ou très peu, à un moment donné, elle me dit des choses, elle me dit, ah, savais-tu qu'un tel est passé à telle émission? Tu le connais? Elle me dit, non, pas vraiment, mais j'ai vu son nom aujourd'hui. Ah bon? Et puis là, donc, je me dis, ah, c'est bizarre, disons, c'est son nom qui buzz aujourd'hui. Et alors, à un moment donné, je devais aller conduire quelqu'un à l'aéroport à 1h, l'heure a changé, je me retrouve à sortir du building à 1h complètement innaturelle, et ce gars-là, au même lieu, mais sur les marches où je pensais à lui le matin, on s'est presque rentré dedans, il tournait le coin, moi je redescendais les marches en vitesse, boum, je tombe sur lui, je dis, c'est exactement là où j'ai pensé à toi ce matin, on se rentre dedans, puis je dis, c'est drôle, hein, parce qu'il y a une telle fille qui m'a parlé de toi aussi. Il me dit, ah oui, c'est bizarre, quelqu'un m'a parlé d'elle, puis je savais pas c'était qui. Puis là, je dis, oh là là, ok, là, on rentre à la maison, on efface tout, il y a un court-circuit qui va avoir lieu, ça fait trop de synchronicité comme ça. Mais là, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, à mon avis, pour moi, ça m'encourage dans ma conviction d'être un être spirituel. C'est-à-dire qu'on est des énergies, on n'est pas juste des cellules, puis des cerveaux, puis des molécules animées autour d'un paquet d'os. Là, il y a une dynamique intérieure qui nous échappe probablement en grande partie, qui n'est pas physique, et qui correspond comme ça à un autre niveau. Il y a une nouvelle étude scientifique où ils ont cassé un proton, je pense, puis ils ont mis les protons à une telle distance infiniment éloignée, puis ils se sont rendus compte qu'une transformation du demi-proton quelque part, l'autre répondait de la même façon à l'autre bout. Mais que la vitesse de réponse de l'autre était plus grande pour que l'information de l'un aille à l'autre, ça aurait été plus grand que la vitesse de la lumière. Donc c'est dans l'instantané que ces deux bouts de protons diffusés, c'est comme on dit souvent un maître et son chien, là, un chien vraiment attaché à son maître, le maître est à l'autre bout du monde, si le maître souffre, le chien va le sentir. C'est hallucinant ces trucs-là. Donc il y a des choses qui nous dépassent comme ça. Et là où j'essaye d'en venir avec toutes ces idées un peu tordues, là, suivez-moi, ne bougez pas. Je ne suis pas un chien, donc c'est pas ça la conclusion. La conclusion c'est donc je suis un chien, vous voyez, c'est ça. Non, c'est pas ça la conclusion. La conclusion c'est que au-delà de notre identité physique, il y a cette identité spirituelle, immatérielle, qui a une vie très particulière qu'on ne comprend pas, qu'on ne mesure pas complètement, mais qui est une vérité, qui est une réalité. Et la démarche de la méditation, de la spiritualité, c'est d'aller de ressentir cette identité-là, pour sentir à quel point cette identité spirituelle, moi l'être spirituel, moi l'être peut-être éternel, qui n'a pas été créé, qui ne sera pas détruit, ça c'est des grosses idées, prennent quelques vies à assimiler, en tout cas quelques années. Donc moi, l'être spirituel, qui suis-je? Plutôt que moi, Éric, Québécois, Canadien, Français de France, qui suis-je? Et on peut se définir de façon très limitée et vivre cette identité, ou essayer de transcender ces identités limitées, puis se demander, c'est quoi mon identité spirituelle? Et si on s'identifie à une image beaucoup plus spirituelle, puis que finalement mon identité devienne un jour, moi je suis un être bon, un être généreux, un être bienveillant, un être rempli de compassion, un être plutôt lumineux. Si ça devient ça mon identité, puis sans que ça devienne de l'ego aussi dans le genre, ben écoute, je suis Dieu, moi c'est simple, hein. Toi t'es qui, hein? Il faut pas aller trop loin non plus là-dedans, faut être quand même bien dosé. Mais avec ces identités spirituelles, il y a une autre attitude qui va se dégager, un autre comportement. Et cette identité spirituelle, notre concept de Raja Yoga, c'est de dire que plus ma conscience est spirituelle, plus en fait elle va m'amener vers des valeurs qui sont positives. La bonté, le partage, le respect, l'amour, la compassion, le pardon. C'est des identités naturelles. C'est des forces naturelles qui nous attirent. Et plus j'ai des identités physiques limitées, plus ça va générer souvent des expériences négatives, de colère, d'attachement, de jugement, de non-respect, de rejet, donc, d'intolérance, d'impatience, etc. Et ce qu'on appelle, nous, la conscience d'âme, c'est en fait la conscience de l'être, la conscience d'exister
au-delà de la matière, au-delà du monde physique. Et c'est ça qu'on appelle, nous, ce qu'on appelle la conscience d'âme. Je suis une âme. Et je sais que pour ceux qui ont suivi le cours, c'est souvent un peu ce qu'on appelle le punchline de notre cours. C'est quand on dit, et moi c'est pareil quand on l'a entendu la première fois, de se dire, en fait, moi l'être, je n'ai pas d'âme. Mais en fait, je suis une âme et j'ai un corps. Et tout ce qu'on a dit depuis qu'on est né, en fait, c'est je suis un corps. Parce que quand on dit je suis un garçon, on dit je suis un corps. Quand on dit je suis canadien, on dit je suis un corps. Quand on dit j'ai 20 ans, on dit je suis un corps. Parce que si c'était pas ça, on dirait ah, mon corps a 20 ans. Ah, ben écoute, ma religion est chrétienne, mais moi je suis pas chrétien du tout, c'est juste ma religion. Hein. C'est juste dans cette vie-ci. L'autre, je sais pas, hein, une autre, avant, je sais pas non plus. Tu sais, c'est la sémantique, mais c'est de l'identité. Et donc la conscience du corps, c'est ce qu'on a développé toute notre vie. On nous a mis des étiquettes. Quelqu'un qui mesure 6 pieds 8, je peux vous assurer qu'il est conscient du corps, tout le temps. Dès qu'il passe dans les portes, tous les gens le lui disent. Quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, une caractéristique physique, se le fait dire sans arrêt. Donc tu deviens très, 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 très conscient de cette caractéristique physique. Si une femme ressemble terriblement à Marilyn Monroe puis qu'elle se le fait dire tous les jours, elle va finir par sentir qu'elle est peut-être Marilyn Monroe. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on a des identités qui sont affirmées par les autres. Moi, j'étais aux Pays-Bas et je dois admettre que moi-même, j'étais très conscient du corps à un moment donné, parce que je me suis dit, j'ai jamais été dans un pays avec autant de géants et je me suis jamais senti aussi petit de ma vie qu'aux Pays-Bas. Ils sont tous énormément grands. J'ai jamais vu autant de gens grands et blonds réunis comme ça. Tu sais, et ça frappe aux yeux quand même. Quand t'es pas habitué, tu te dis, ouais, ils sont tous vraiment grands ici. Là, les tables dans les cafés sont plus espacées, quoi, parce que ça prend, il y a de l'espace. Et c'est un fait, hein, la taille moyenne des Néerlandais est très, très élevée. Et quand t'es pas habitué, c'est un caractéristique physique. Et là, je me rendais compte, je suis très conscient du corps. Je les vois tous comme des grands. C'est juste une identité physique. Alors, l'identité spirituelle nous amène à briser cette espèce d'ego, qui est une idée limitée par rapport à mon identité. Et ce dont on se rend compte, c'est que plus je brise mon attachement à des identités physiques limitées, plus je brise mon attachement à des identités physiques limitées, plus j'arrive à accéder à des identités ouvertes, axées sur les valeurs, axées sur, j'allais dire presque l'expansion ou l'épanouissement, la croissance, l'idée de je peux devenir beaucoup plus gros, beaucoup plus gros. Quand on est plus, c'est ce qu'on dit, quand les gens sont plus identifiés à leurs valeurs positives, ça se multiplie. Si on commence à aimer l'autre, à aimer les gens différents, on se rend compte qu'il y en a beaucoup à aimer. Puis plus on grandit dans notre capacité d'aimer les autres, plus on trouve que il y a du bien à aimer les autres, il y a du bien à pardonner, il y a du bien à tendre la main. Tu sais que on s'arrête pas nécessairement à ce niveau-là. L'inverse, c'est pareil, plus on se ferme, plus on continue à fermer les portes sur les autres. Et ça crée justement des attitudes différentes. Est-ce que ça écho de façon harmonieuse dans votre tête ou ça crée des dissonances insupportables? Façon de dire, qu'est-ce que vous en pensez, vous là? Ça paraît sujet à réflexion pour la semaine. Alors le but, pour ceux qui viennent moins souvent le mercredi, c'est juste de nous provoquer un petit peu et encore une fois de nous lancer vers une réflexion. Puis surtout une observation, je dirais, cette semaine. De s'observer soi-même en se demandant quelles sont mes identités physiques que j'ai tendance à défendre de façon très forte et auxquelles je me sens attaché. On dit des fois, il y a des gens, ils deviennent présidents d'un pays, puis bon, il y a l'identité « je suis président ». Le jour où tu ne l'es plus, ou le lendemain où tu ne l'es plus, tu deviens l'ex. Tu sais, son identité à Barack Obama, ça va être pendant un bon petit moment l'ex-président. Et puis après, quand tu viens tellement l'ex longtemps après, que là, tu te retrouves avec des générations qui ne te connaissent plus. Tu prends il
Il y en a qui ont même pas, qui étaient trop jeunes à l'époque de, je sais pas moi, Reagan ou Carter ou je sais pas Clinton et autres. Il y en a des jeunes qui connaissent pas ces gens-là. Alors tu deviens un ex pendant un certain temps, puis tu t'éteins dans l'ex. Et puis on dit à la blague souvent, quand un est président, ou qu'il soit homme ou femme d'ailleurs, ben, le conjoint ou la conjointe, c'est ben, je suis le conjoint ou la conjointe du président. Puis l'identité de la femme du président, c'est ben, je suis la femme du président. Puis après, elle aussi, elle va devoir devenir, je suis la femme de l'ex-président. Donc tu baisses un grade dans ton identité. Et il y en a pour qui c'est dur de perdre ses identités. On dit souvent, il y a des gens qui ont le syndrome de la retraite. Ils n'osent pas prendre la retraite parce qu'ils ont peur de perdre tellement une identité sur laquelle, sur tout dépend, sur laquelle tout dépendait, dont tout dépendait, tu sais, c'est je suis ça, que devenir à la retraite, tu n'existes plus. Tu n'es plus là, les gens te voient plus, tu n'es plus ça. Et pour des gens, c'est très dur de perdre cette identité. Alors, c'est peut-être une invitation cette semaine à intégrer ça dans notre méditation, se demandant qui suis-je dans ma méditation et quelle est l'identité sur laquelle je veux méditer pour lui donner de la force, lui donner de la présence. Et on veut se dire, je suis une âme, je suis une grande âme, je suis une âme pure, une âme puissante. Et puis c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Alors c'est un peu le but de la démarche, de réfléchir sur soi-même, puis d'être vigilant quand cette semaine, on va tous, y compris moi-même, on va tous se surprendre à avoir des pensées, puis se dire, ah tiens, ça c'est vraiment un jugement identitaire, c'est un préjugé en fait. Puis si vous vous surprenez en train d'exprimer un préjugé, c'est vraiment intéressant de se dire, comment est-ce que je surpasse ce préjugé? C'est là où il faut peut-être revenir à cette identité spirituelle. Regarde, je suis pas, il n'est ou elle n'est pas que ça. On est plus grand que ça. On essaye? Alors, comme d'habitude, on va prendre un petit moment pour méditer ensemble. Je prends le temps de bien détendre le corps physique, prenant de bonnes respirations, mettant le corps dans une posture confortable. Je fais comme si je mettais le corps de côté pour quelques instants, afin de me concentrer pleinement sur mon espace intérieur. Je peux garder les yeux ouverts, être conscient de ce qui m'entoure, ressentir le moment présent. Je peux ressentir la présence des autres dans la salle. Et je prends conscience de mon bien-être. Je lâche prise par rapport à tout. Je laisse aller toutes les inquiétudes. Je fais juste me concentrer sur le moment présent. Et je me dis que je suis bien en ce moment. J'accepte l'environnement autour de moi, la présence des autres, sachant que tous ceux qui sont autour de moi sont aussi dans cette même démarche de réflexion,
de recherche par rapport à soi-même. Et je vois que dans ma vie, cette énigme du qui suis-je s'est souvent présenté à moi de différentes façons. Parfois, j'ai eu le sentiment d'exister pleinement. Peut-être parce qu'une partie de ce qui suis-je avait été valorisée ou ressentie plus profondément. Mais parfois, c'est aussi le doute par rapport à soi-même. La crainte de ne pas être à la hauteur. La crainte du jugement des autres. Et je sais que je cherche toujours en moi une façon de mieux me connaître, mieux me définir. Alors, je fais entrer en moi cette pensée que je suis une âme, que je suis un être de conscience, un être spirituel. Et c'est comme si je pouvais ressentir une présence très subtile au centre du front. Comme si c'est là que siégeait l'âme. Un peu comme au sommet d'un phare. Comme si c'était le centre nerveux de l'âme. La tour de contrôle. On dit que l'âme est un être de lumière. Une énergie pure, puissante. Et je peux très bien imaginer que tous les êtres du monde sont en fait toutes des âmes, des milliards d'âmes, chacun dans son corps, chacun jouant son rôle, comme si on était dans une immense pièce de théâtre. Et je me dis que moi, l'âme, je ne suis que de passage. Je suis là aujourd'hui, dans ce corps, avec ce nom et cette forme, ce rôle, avec cette personnalité. Mais qu'un jour viendra où je n'aurai plus ce corps. Alors j'essaie de me ressentir comme une âme, comme un être spirituel. Non pas que j'ai une âme,
Mais je suis une âme et j'ai un corps. Et je vois combien ce corps est absolument merveilleux, que je peux voir à travers les yeux, entendre à travers les oreilles. Comme si c'était une fusion entre la marionnette et le marionnettiste. Je joue le jeu du jeu à travers mon corps. Je joue mon rôle. Mais quand je sens que je suis une âme, je me sens attiré vers les valeurs originelles de l'âme. En perdant mon identité spirituelle, j'ai recherché le bonheur, l'amour, la paix, à travers les relations physiques, à travers la matière. Et quand je redeviens conscient de l'âme, je ressens toutes ces valeurs naturelles en moi. Un amour naturel, un bonheur naturel, une paix naturelle. Et en étant conscient de mon identité spirituelle, je trouve beaucoup plus facile d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et je ne me limite pas à ne voir que leur personnalité ou leur rôle dans la société. J'essaye de voir en eux aussi cette présence spirituelle. Je peux voir l'âme.
Ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Dominique sera avec vous mercredi prochain, Anne-Christelle le mercredi suivant, et je reviens dans 3 semaines donc. Alors, il y aura plein d'ateliers, des choses, anglais, français, demain toute la journée si vous êtes intéressé. Et puis, bon voyage intérieur. On se retrouve très bientôt avant la sortie des tulipes. Om Shanti.